Ok, merci à tous d'être venus à cette présentation sur comment construire vos propres images Ubuntu. Donc, pour commencer, je me présente, je m'appelle Gauthier Joly, je travaille pour Canonical, je suis ingénieur logiciel chez Canonical. Je travaille dans l'équipe qui fait les images cloud d'Ubuntu. Donc, toutes les images d'Ubuntu que vous pouvez utiliser sur AWS, Google Cloud, Azure et d'autres. Et je suis aussi un alumni de l'ENSET, donc de l'école qui nous accueille aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va construire une image Ubuntu à partir de rien. Si vous n'avez pas vraiment en tête ce que je veux dire par image, c'est pas très grave. On va voir ça. J'ai marqué Ubuntu dans le titre parce que c'est ce sur quoi je m'y connais le plus. J'aurais pu écrire d'autres choses. En réalité, il y a très peu de choses ici qui vont être spécifiques à Ubuntu ou à des systèmes Debian, mais ça peut très bien s'appliquer à d'autres distributions. Ce qu'on va faire, c'est surtout une démo, c'est pour essayer de démystifier un peu le concept d'un système d'exploitation. Donc c'est pas vraiment quelque chose que je suggérerais d'utiliser en production, parce que je vais passer sur un certain nombre de détails qu'il faudrait un peu plus détailler si on voulait faire ça en prod. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est fun, parce que c'est sympa de pouvoir voir un peu ce qui se passe, ce que c'est qu'un OS, de quoi c'est composé, et de pouvoir le générer soi-même. Ça a quand même un certain nombre de cas d'utilisation réels, que ce soit pour préconfigurer une machine avant même de la booter pour la première fois, pour des besoins de sécurité, de performance, si on veut avoir un système d'exploitation qui est vraiment minimal, si on ne veut pas inclure tout un tas de paquets dont on n'aurait peut-être pas besoin, et qui vont nous embêter. Et puis on va pouvoir aussi construire ces images Docker à partir de rien. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation? On va revenir dessus, mais c'est deux principales choses, c'est un noyau Linux et une arborescence de système de fichiers. Si vous avez ces deux-là, si vous avez un noyau Linux en mémoire et que vous l'avez pointé vers ce qu'on appelle un root file system, c'est-à-dire une racine de système de fichiers, vous avez en gros une distro, vous avez un OS qui tourne. Et donc optionnellement, il y a quelques trucs optionnels, donc une ligne de commande, mais c'est pas nécessaire. Enfin, oui. Le plus important, c'est le système de fichiers et le noyau. Et donc c'est parti parce que en fait c'est qu'une démo aujourd'hui. C'est à peu près toutes les slides que j'avais. Et donc on va partir de rien. Donc on n'a rien là et on veut construire notre image Ubuntu. Donc le premier truc, comme j'ai dit, c'est qu'on va essayer de construire une arborescence de base. Et pour ça, on a un outil qui est spécifique à Ubuntu et plus généralement à Debian, qui s'appelle dbootstrap. Je vais juste lancer la commande. Donc dbootstrap, c'est une commande qui est très pratique, qui va regarder dans l'archive d'Ubuntu. Donc on le pointe vers une archive Ubuntu. L'archive Ubuntu, elle est là. C'est l'URL qui est ici. Et on lui dit, je veux que dans le directory qui s'appelle myrootfs, tu me télécharges un système de base pour Questing. Questing, c'est Questing Coca, c'est la dernière version d'Ubuntu 25.10. On lui passe un keyring pour lui dire les paquets que tu télécharges, je veux que tu les vérifies. Qu'est-ce que ça va faire? Il va regarder à l'archive, il va regarder tous les packages qui sont priority required dans l'archive, il va les télécharger, il va les extraire dans le dossier. Donc c'est ça qu'il fait là, c'est assez long, donc on va peut-être sauter, mais en gros vous voyez ce qu'il fait, il télécharge tout un tas de paquets, il les extrait dans un dossier. La commande que je vous montre, comme j'ai dit, c'est Ubuntu Debian Base System, mais en Arch Linux, c'est à peu près la même, ça s'appelle Packstrap, et vous en avez d'autres pour d'autres distros. Chaque distro va avoir son outil qui permet de bootstrapper son système de base. Je vais juste m'arrêter là, et on se retrouve avec un truc qui ressemble à donc myrootfs, à ça, qui est très similaire. Enfin, vous devez être familier avec ça. C'est ce que j'ai si je fais sur ma machine.
c'est vraiment la base de mon arborescence de fichiers. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Déjà, je peux le customiser, je peux commencer à écrire des fichiers dedans, je peux mettre mes binaires dedans, si j'ai des binaires à mettre, et je peux, via un outil qui est très pratique, qui s'appelle chroot, je peux exécuter directement des binaires à l'intérieur de ce dossier. Donc tout simplement, là, je dis tu exécutes ce process bash qui se situe là, et tu remplaces, au lieu de dire que ta base d'arborescence c'est la base du système, c'est maintenant myRootFS. Et donc du coup, on se retrouve avec un process. Maintenant, si je run des commandes denses à l'intérieur de ce pseudo-conteneur, on voit que je suis sur Ubuntu, on voit que je peux run apt-update, alors que là, c'est un système, je run sur un système Arc, donc ça ne fonctionnerait pas de base, ce que je suis en train de faire. Et ça nous permet... le problème qu'on va avoir, c'est que Debootstrap nous fournit un système qui n'est pas à jour, il nous fournit un système tel qu'il l'était le jour de la release de Questing, donc il y a un mois maintenant. Donc le premier truc qu'on veut faire, c'est le mettre à jour. Pour ça, on va modifier la source, alors on voit pas trop ce que je fais, mais je modifie la source apt, ça n'a pas bien enregistré Vim, pour le pointer, je vais vous montrer à quoi ressemble le fichier, pour le pointer vers questing updates et lui mettre tous les repos qu'on veut qu'il puisse avoir accès, l'environnement puisse avoir accès. Et puis après, on a juste à faire, on le met à jour. Donc là, je ne suis plus dans mon conteneur, mais je suis plus dans mon rootfs, mais je peux juste run apt avec chroot, comme on l'a vu, et puis full upgrade. Et maintenant, j'ai un système qui est à jour. J'ai un système Ubuntu, enfin en tout cas j'ai une base d'arborescence qui est à jour, qui contient un ensemble très minimal de paquets. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc je vous ai dit au tout début, un OS c'est un noyau et une arborescence. Et ben ce que je peux faire, c'est que j'ai déjà un noyau en fait qui tourne, et d'ailleurs on l'utilisait quand je faisais chroot. Donc j'ai déjà un noyau qui tourne, et c'est quoi utiliser un noyau à l'intérieur d'un truc qui est un peu restreint, une arborescence qui est un peu restreinte, un process qui run dans cette arborescence qui est un peu restreinte, ça fait quand même penser à Docker. Et donc ce qu'on peut faire déjà d'ici, c'est qu'on peut créer notre image OCI tout de suite. Donc on a un Dockerfile qui est vraiment de base, qui dit juste OK, from scratch, donc de rien, tu copies le rootfs que je viens de créer à la racine, et puis l'entry point c'est bash, et voilà, on peut créer notre première image OCI d'Ubuntu. Donc il la crée, il exporte le truc, hop, 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 il copie les dossiers, et on voit que j'ai une image Ubuntu, c'est la dernière qui vient d'être créée, là, celle-là, et on peut lancer un conteneur, enfin on peut exécuter une bash, l'entry point dans le conteneur, et de la même façon, on a notre première image. Donc on a une première image, en fait, image, OCI, c'est une image, Open Container Image. Le truc, ce qu'on veut faire maintenant, je vous ai dit, donc on voudrait avoir le noyau Ubuntu aussi. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est installer le noyau Ubuntu, tout simplement. De la même manière qu'on installait, on mettait à jour les paquets tout à l'heure, on exécute toujours via cette commande chroot, on change root, chroot, au cas où vous n'aviez pas. Voilà, on installe le noyau, on installe Linux Generic, qui est un meta package qui va nous permettre d'installer le noyau. Va peut-être y avoir quelques warnings parce que, bon, on run dans un environnement qui est pas vraiment, qui est un peu bizarre. On a rien qui est monté au niveau des virtuels, des file system virtuels. Mais c'est pas grave, on a notre noyau, le paquet a correctement été installé, et le noyau est installé là. Donc vous avez ici VM Linux, qui est le noyau, et puis vous avez sa config ici, et voilà. Donc on a un noyau. Maintenant qu'on a le système avec le noyau dedans, peut-être que ce qu'on voudrait faire, ce serait l'installer sur un SSD, ou l'utiliser comme une image de VM. Ce que je fais moi. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un disque. On va vouloir créer un disque. Pour créer un disque, on va utiliser un outil qui s'appelle systemd repart. Et systemd repart, c'est très pratique. Ça prend ça prend des fichiers de config, un par partition. Donc là, vous avez une partition. C'est la partition ESP, c'est la partition UEFI. Donc ESP, EFI System Partition.
On la formate en VFAT parce que c'est ce que dit la spec EFI. On lui dit ça va faire que 500 mégas, donc là je lui dis 500 mégas. Et puis je aussi fais une deuxième partition qui va contenir mon système route, mon routefs que je viens de créer. Bah, je crée une partition pour le mettre dedans. Comment j'exit? Ok. Et donc maintenant on run repart. J'espère que j'ai rien oublié entre les deux. Je crois que c'était ça. On run repart. Alors en plus ça va très vite. Repart, il nous crée nos deux partitions. Donc on lui dit, c'est la première ligne là, repart. La définition, nos définitions, elle est dans repart.d. Donc ça c'est le dossier qui contient nos fichiers de config. La taille c'est 2 Go pour notre image. C'est juste que j'ai calculé qu'il me fallait à peu près 2 Go là, avec notre root file system. Tu nous crées une image, image.raw. Et on a une image, image.raw, qui est ici. Donc après, j'utilise fdisk pour décrire ce qu'il y a dedans. Elle a bien deux partitions, comme je lui ai demandé, une partition EFI, une partition qui contient le root file system. Enfin, qui ne contient pas le root file system, mais qui va bientôt le contenir. L'étape suivante, on va monter tout ça, on va monter le disque, et puis on va copier ce qu'on a créé avant. Donc on monte le disque en utilisant hello setup. Donc on crée une loop device qui va pointer vers ce fichier. Et du coup, après, on peut utiliser la loop device comme si c'était un block device normal. Donc on lui dit, bah voilà, la loop device, la partition 2 qui contient mon root file system, qui devrait contenir mon root file system, tu la montes sur /mnt. Je regarde dedans, bah, il n'y a rien pour l'instant. Il y a juste loss plus found d'ext4. Et ensuite, on copie bah, tout simplement tout ce qu'on avait dans mon my root file system, on le copie sur la partition root. Le truc suivant, c'est qu'on crée le mount point, le point de monte pour l'ESP, pour l'EFI System Partition, et on monte l'ESP dessus, et voilà. Et dans l'ESP, il n'y a rien aussi. C'était ça que je voulais dire à la fin. Dans l'ESP, il n'y a rien pour l'instant parce qu'on n'a pas encore installé Grub. L'étape suivante, c'est une étape que je vais pas trop décrire. Enfin, en fait, j'ai le temps de vous montrer le script. Mais l'étape suivante, c'est d'installer Grub. Et Grub, c'est un peu capricieux à installer, quand le système il tourne pas. Donc, je vous montrerai le script que j'utilise, mais là, pour l'instant, c'est juste un script. Je vais vous montrer, c'est pas très compliqué. C'est un peu magique, mais c'est pas très compliqué. Et ensuite, magique, maintenant, mon ESP, elle est correctement populée. J'ai oublié la dernière. Les fichiers corrects. Donc ça, c'est ce qui va s'interfacer avec le firmware. C'est-à-dire que le firmware, il va venir au premier boot, parce que j'ai un peu le temps, je peux vous expliquer. Au premier boot, il va exécuter boot ext4 EFI. Boot ext4 EFI, il va regarder dans boot ext4 CSV, il va load la boot entry qui est dedans, donc il y a une entrée de boot dedans, il va la mettre dans la variable, ensuite il va reboot, et la variable elle pointera vers shim, qui est signée par Microsoft, pour que Secure Boot fonctionne. Shim, il va load Grub, qui va regarder à la Grub config qui est ici, qui est le premier étage de la Grub config, qui ensuite va aller regarder Grub a les drivers pour load le système de fichiers ext4, et donc il va juste me boot sur mon kernel qui est dans /boot qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, pour faire les choses très rapidement. Donc ça, on a fini. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, il nous reste faire 2-3 tweaks que j'avais pas fait au début, et puis après je me suis rendu compte que c'était un peu bête. Le premier tweak que j'ai fait, c'est celui-là, mettre un hostname dans mon image, parce que par défaut, dit Bootstrap, si on regarde le hostname qui est dans demo my rootfs etc hostname, je crois qu'il m'a mis le hostname de mon ordinateur à moi. Ouais, voilà. Donc je le change, parce que comme ça c'est mieux. Donc je lui mets un hostname, c'est la première config que j'ai faite. Le deuxième truc qui est un peu obligatoire, c'est quand même de lui mettre un fstab. Pour lui dire, parce que en fait le noyau, quand il va lancer l'image, quand donc UEFI il va lancer Shim, qui va lancer Grub, qui va lancer le noyau, et par défaut il va monter le root file system en read-only, ce qui est un peu bête. Donc il faut juste dire systemd via fstab, remonte-moi le rootfs qui est ici, tu me le remontes en read-write. Et puis monte l'ESP pendant qu'on y est, parce que ce serait quand même bien qu'on puisse update Grub, si jamais il y a des problèmes.
Et la troisième customisation que j'ai fait, c'était changer le mot de passe d'utilisateur root, juste pour le demo sake, pour cette démo, histoire qu'on puisse se loguer, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut faire, hein. Vous pouvez très bien vous dire que vous avez une application que vous voulez lancer sur la VM, que c'est la seule application qui doit lancer, donc le truc que vous allez configurer, c'est un systemd qui va lancer votre application. Vous avez besoin d'aucun utilisateur, donc c'est pas forcément quelque chose que vous voulez faire, hein, mettre un mot de passe à l'utilisateur root. Mais nous, on le fait ici, donc je mets un mot de passe. Ouais, et voilà. Et on a fini, voilà, on a une image. Donc, ah oui, non, il faut qu'on démonte tout, quand même, parce que c'est toujours monté. Donc, on s'occupe de tout démonter. Comment je l'ai appelé? Close. Close. Bah, c'est très simple, hein. On fait on umount, on monte tout ce qu'il y a dans /mnt qu'on avait monté. On détache la device, la loop device. Et voilà, on a notre image. Je l'ai mis dans démo. Comment je l'ai appelé? Image. RAW. On a notre image, on a un fichier RAW qui est en fait un fichier de disque. Donc ça, je peux le prendre, je peux le DD sur un SSD. Je peux le lancer avec une VM, ce qu'on va faire juste maintenant. Je peux l'exporter sur AWS, je peux l'exporter sur Azure, je peux l'exporter sur Proxmox, je sais pas comment ça marche, mais je suis sûr que je peux le faire. Sur OpenStack, enfin vraiment, j'ai construit mon image de système d'exploitation qui contient tout. Et donc là, le dernier truc, c'est juste de le lancer. Je le lance avec QEMU. Ici, donc le script QEMU, est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai large le temps. Donc pour vous expliquer, on démarre une VM. La première ligne, c'est pour dire, en fait, n'applique aucun changement sur le disque, s'il te plaît. Et aussi, on n'aura pas de moniteur à attacher. La deuxième et la troisième, ça configure la VM en lui disant le nombre de la RAM et qu'on veut pas faire de la virtualisation, enfin qu'on veut faire de la virtualisation et pas de l'émulation. Et ensuite, on lui ajoute un network device. Bon, j'en ai pas besoin ici, mais je le fais par habitude. Et ensuite, les deux, pas dernières, mais juste avant les dernières, c'est pour avoir un firmware, donc un firmware UEFI. Et la dernière ligne, c'est juste pour attacher mon disque, comme si j'avais un hard drive, je l'attache à ma VM. On continue. Et voilà, et je démarre ma VM. Système se lance. On est dessus, on a bien le bon, vous remarquez, le bon hostname, on se connecte en tant que root avec le mot de passe que j'ai set, et on a une image Ubuntu. Et voilà, ça c'est fini, la démo c'est fini. Et pour aller plus loin, donc voilà, là je vous ai juste montré la base de la base, mais on peut customiser l'image selon nos besoins, et installer le logiciel qu'on veut. On peut créer, je sais pas, encore une fois, des scripts systemd pour lancer des logiciels automatiquement au démarrage de l'OS. On peut flasher l'image sur un disque et on peut l'uploader partout. Alors il va peut-être falloir convertir le format, parce que si vous allez l'uploader sur AWS, je crois que c'est du VMDK, donc il faudra le convertir en VM. Ah non, je crois qu'il prend du RAW aussi. Mais sur Azure, par exemple, c'est du VHD, donc il faudra la convertir en VHD, mais en soi, c'est juste une commande, hein. Convertir l'image, c'est juste un format de fichier. Le reste, QCO2, c'est le truc de QEMU, Copy and Write. Voilà, donc pour récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu comment créer un root file system de base avec du Bootstrap, mais encore une fois, chaque distro va avoir son outil. Comment customiser l'OS avec Shroot et Hello Setup. Comment créer une image OCI à partir de ça. Comment créer un disque, une image de disque avec systemd repart. Comment installer Grub, CF, le script que je vous ai pas montré, et comment lancer la VM avec QEMU. Oui, on a vu ça très rapidement. Il me reste un tout petit peu de temps, donc juste pour vous montrer le script que j'ai utilisé pour Grub. Install Grub. Voilà, il fait 50 lignes avec les commentaires, donc ça va, c'est pas non plus mais en gros, Grub, il faut quand même lui monter un certain nombre En fait, il va essayer de prober où est l'OS, ce qui se passe, quel est le disque, et donc il faut quand même lui monter un certain nombre de choses pour qu'il reconnaisse ce qui se passe. Ensuite, on s'assure qu'on a bien installé les paquets, mais on a vu en fait dans l'output qu'ils étaient déjà installés. Ensuite, on configure où est le rootfs, le root file system, on lui dit bah ouais, il est sur cette partition-là, cette partition UUID là. La partition UUID, on l'extrait, mais elle a été générée automatiquement par systemd repart. On l'extrait juste.
Et on lui dit, ah oui aussi, pour qu'on ait la console, l'output de la console, ça c'est juste pour moi. Pour qu'on ait la serial console, je lui mets ça comme ça on avait la serial console et on n'avait pas juste un écran noir. Je vois sur beaucoup de forums, des fois les gens ils disent, ah ma VM ne démarre pas, j'ai ma ligne là, et puis il n'y a plus rien qui se passe. Oui, c'est sur la serial console, c'est marqué que c'est quiet, donc il n'y a rien qui s'affiche. Et ensuite, oui, alors on installe Grub, donc ça c'est pour installer les fichiers sur l'ESP. On supprime OS Prober, donc ce script là qui va être run par... Enfin en fait on run upgrade Grub pour générer la configuration de Grub, et là c'est juste on fait un petit truc pour éviter qu'il run OS Prober qui va pas comprendre ce qui se passe. Et on démonte tout à la fin. Je sais pas si démonter est très approprié, mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, oui, c'est derrière en premier. Ouais. Oui, est-ce que ça permet de faire des choses différentes que ce que Qubit peut proposer? En fait, ici, j'essayais pas vraiment de montrer quelque chose qu'on pouvait faire. Le but de ça, c'est vraiment de montrer comment est faite l'image. Voilà. Quelles sont les différentes structures, comment on peut la modifier. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une image, maintenant, vous pouvez télécharger en ligne une image d'Ubuntu. Maintenant, vous pouvez l'ouvrir avec Hello Setup, aller modifier ce qu'il y a dedans. Là, c'était surtout ça. C'est surtout pour montrer comment c'est fait. Encore une fois, pour vraiment, je conseillerais d'utiliser un outil si vous voulez vraiment construire l'image par vous-même de base. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Super. Ouais. Oui, voilà, c'était vraiment pour montrer le processus. Ouais, vas-y. Oui, alors, non, pas en partant de l'ISO, parce que l'ISO, elle va run l'installeur. Oui, alors on aurait pu faire le même processus. La question, c'est on aurait pu faire le même processus en partant de l'ISO, et non, je ne conseillerais pas d'utiliser l'ISO. Enfin, ça dépend ce que vous voulez faire, mais moi, je préfère véritablement... L'ISO, elle va run l'installeur, elle va vous demander un certain nombre de choses. Donc oui, en fait, oui, je devrais répondre oui. Pour scripter tout, je préférerais le faire à la main comme ça, et ou utiliser un fichier de config à passer à MKOSI ou Qubit. Mais oui, en soi, on pourrait prendre l'ISO et installer le système. Euh, non, je ne vais pas l'installeur parce que j'utilise pas l'installeur. L'installeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une image qui existe déjà, il va la flasher, il va la DD sur le disque, et puis il va run tout un tas de scripts pour la customiser en fonction du hardware, en fait, et de ce que l'utilisateur a entré comme input, pour le mot de passe du Wi-Fi. Quoi. Oui, question. Cloud Init, ça run au first boot. Donc la question c'est, ça fait penser à un autre outil qui s'appelle Cloud Init, qui est aussi édité par Canonical d'ailleurs. Cloud Init, ce sera du first boot. Donc au premier démarrage de la VM, vous avez un script qui va se lancer, qui va mettre à jour, qui va faire un certain nombre de choses. C'est juste une question de est-ce que vous préférez le faire avant de lancer la VM ou avant de lancer l'image sur un device physique, ou est-ce que vous préférez le faire avec Cloud Init Cloud Init après le premier lancement, et donc du coup de perdre du temps au premier lancement à installer tous les logiciels qui sont nécessaires, à lancer les services, à configurer les services, à configurer le réseau et tout ça. Si je dirais que si vous avez la chance de pouvoir le faire avant, bah, c'est presque mieux parce que du coup l'image elle est prête à être utilisée. Alors c'est pas toujours possible parce que des fois la configuration réseau on la connaît pas en avance. Donc Cloud Init il a toute une logique pour détecter quel réseau il a et faire des choses. Mais, mais oui, je préférerais le faire avant. Et des fois Cloud Init ça peut même être configuré comme un problème de sécurité puisque vous allez avoir Cloud Init il va fetch une configuration, il va aller chercher une configuration de quelque part, puis il va la run.
Et donc, si vous avez un système qui est très fermé, que vous n'avez pas du tout envie que votre OS aille chercher un fichier de config quelque part et puis le run en route sur la VM, sur le système, sur quoi que ce soit. Donc, c'est un trade-off. Dernière question, me dit-on. Ok, super. S'il n'y a pas de dernière question. Merci beaucoup.